Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. On sait que le yoga s'est largement répandu en Occident et plus précisément en France, sans que ses adeptes ou ceux qui le pratiquent sachent toujours très bien quels en sont les tenants et les aboutissants, dans quel contexte culturel, à quoi il renvoie très précisément. Surtout que si l'on se retourne vers l'Inde qui en est le foyer et d'où le yoga nous est parvenu, surtout évidemment dans le courant du XXe siècle, on se rend compte qu'il y a de multiples écoles de yoga et que chacune de ces écoles s'inscrit dans un courant philosophique ou dans un courant de dévotion tout à fait particulier. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser très précisément au Hatha Yoga, c'est-à-dire un yoga qui relève de la tradition tantrique, de ce que l'on peut appeler le culte secret de Shiva et de sa Shakti, de sa partie féminine, qui est comme l'énergie en quelque sorte divine qui se lève dans celui qui se livre à la pratique. Pourtant, ce n'est pas un discours théorique que nous voulons tenir. Éventuellement, nous aurons bien sûr tout le loisir de revenir sur le yoga et sur ce qu'il signifie, même du point de vue de la métaphysique ou de la spiritualité, mais c'est beaucoup plus suivre à l'intérieur d'un institut d'enseignement de yoga une leçon, un vécu sur lequel va s'exprimer celle qui a été l'enseignante et en même temps dont vont parler tout un certain nombre de personnes qui ont suivi cette leçon pour nous dire quel a été leur ressenti, quel a été l'ordre, si l'on peut dire, de leur expérience intérieure, de leur expérience de présence à leur propre corps. Nous sommes, pour ce faire, allés à l'Institut d'enseignement du yoga que dirige Eva Rushpol. On se rappelle peut-être d'ailleurs que Eva Rushpol avait été celle qui avait entraîné l'équipe de France de ski, dont Jean-Claude Quilly, qui les avait formés justement à la discipline du yoga afin de leur permettre cette concentration sur eux-mêmes qui a peut-être contribué à leur succès. Donc, il faut bien en être conscient, ce n'est vraiment pas de la parole théorique, ce n'est vraiment pas de la parole intellectuelle, ce n'est vraiment pas de la parole philosophique que nous avons ici, mais vraiment quelque chose qui est de l'ordre et de l'ordre pur de l'expérience, de ce dont on essaie de rendre compte et sur lequel, éventuellement, on pourra réfléchir plus tard. C'est la première des choses que comprennent nos élèves débutants. Ils sont venus faire du yoga parce que, et très rapidement, si on leur demandait pourquoi ils en font, ils répondraient parce que c'est agréable. En se disant, mon Dieu, quel aveu. Et en fait, ils rejoignent la tradition qui dit qu'il n'y a pas de yoga sans boga. Ça veut dire qu'il n'y a pas de yoga sans contentement. Quand on me pose la question de ce que m'a apporté le yoga, moi je réponds, ça m'a donné le courage de mes désirs. Alors c'est un petit peu un raccourci parce que, simplement pour dire, d'une part, le mot peut-être désir, je crois que c'est lorsqu'on est défatigué que peut-être on peut être apte à sentir ses désirs, les vrais. Et puis courage peut-être parce que si jamais on est défatigué, si on sent ses désirs, eh bien là peut-être on pourra avoir une certaine persévérance pour réaliser ses désirs et non pas toujours être à l'état de velléité. Et je crois que c'est ça qui m'a vraiment fait que je suis allée de connaissance en connaissance ou d'apprentissage en apprentissage. Je crois que c'est plus de ça, de diverses choses dont j'avais envie comme ça, et qui se sont révélées au fur et à mesure des 28 ans de pratique. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que
ça fonctionne malgré nous. Parce que beaucoup de nos élèves très honnêtes et très intéressants, etc., viennent avec une motivation, mais inavouable. Ils viennent pour maigrir, ou ils viennent pour grossir, ou ils viennent pour toute autre chose. Et tout d'un coup, ils se sentent dans leur animal, au sens chose qui a une âme, ils se sentent différemment. Alors il y a cette espèce de présence à soi-même, sans discours, muette, qui n'engage pas à la rapidité d'imagerie mentale. Eh bien, on va faire un parcours habituel, c'est-à-dire que j'espère pouvoir aboutir à un certain mode respiratoire qui soit à la fois très actif sur le plan cérébral et très calmant sur le plan de l'agitation bien normale. Vous connaissez ça par cœur. Alors on va monter ensemble une série dissociée. On va se placer à genoux pour le début de la leçon et avec le choix d'un seul bras qui va rester le bras prioritaire. Vous allez me faire une tête de vache à genoux. Je suis obligée de lui donner son nom indien. Et puis de cette posture-là, on partira dans le sens hémicorps, la moitié du corps très chaud, très travaillé, en s'absentant complètement de l'autre moitié, comme si on arrivait à faire travailler cérébralement par hémisphère. Alors, la séance qu'on a faite là, qui est tout à fait exceptionnelle, qui est faite pour des anciens, qui ne fait travailler le corps que par moitié, c'est une séance qui est tout à fait rapide au point de vue de l'inhibition du brouhaha de l'image mentale. C'est presque instantané. Faire une chose avec la moitié de son corps sans que l'autre moitié participe, c'est extrêmement difficile. Ça demande une centration. Je déteste le mot concentration. Il y a une connotation volontaire ou tragique ou malheureuse. Un mec concentré, il a vraiment une vilaine tête comme le bonhomme de Rodin qui pense là. Il souffre, il pense pas, le pauvre. Et je pense je suis persuadée qu'il y a une centration, il y a une fonction cérébrale de focalisation naturelle, et que cette focalisation naturelle marche un peu comme la focalisation visuelle, par phase. Ça focalise et ça défocalise, ça respire. Et c'est pour ça que le rythme est si important en yoga. On leur propose quelque chose qui focalise et on leur propose quelque chose qui défocalise. On va avec les rythmes naturels. On ne pourrait pas, c'est pas vrai, l'intensité maintenue en serrant les dents, etc., c'est une éducation de la volonté. Et si on veut rester traditionnel, le yoga, c'est une gymnastique de la conscience. C'est pas la volonté, c'est la conscience. Une posture dissymétrique, stable, mais dissymétrique, où tout l'intérêt est d'augmenter l'information de dissymétrie.
Et si on essaye d'être un petit peu comme un bon instituteur, de suivre les rythmes, une leçon de débutant, on va s'adapter au rythme de son débutant. On va le faire, on va l'aider à défocaliser, on va lui parler d'une façon banale de son pullover. Puis on va refocaliser sur la respiration, sur la suspension de souffle, sur la posture. C'est très intense, puis on va l'aider à défocaliser. Et de resserrage en desserrage, comme ça, on trouve en fin de parcours une liberté, un allègement de conscience, une absence d'image. Non pas parce qu'on a interdit la présentation, le défilé, non pas parce qu'on s'est mêlé du contenu, on s'est mêlé du contenant. C'est ça le vieux truc indien. C'est d'avoir perçu que le rythme respiratoire ou le rythme gestuel se projette sur le rythme de l'imagerie mentale naturelle et on peut la ralentir, obtenir des sédations complètes, et on peut aussi l'accélérer et obtenir des scènes de violence. Ça peut se faire par la filière respiratoire. Dans notre culture, toujours sur les dents, toujours vigilant, etc., etc., et fatigué par notre hypervigilance. Et quand on prend une leçon, on fait une séance d'éducation comme ça, de gymnastique de la vigilance, on est reposé, au vrai sens du terme, on est posé ailleurs, et du coup, on est moins fatigué. Comme toujours, on s'arrête quand c'est encore bon. Et vous faites une posture, dite en posture de l'élève, qui est dissymétrique, elle aussi, en vous plaçant très consciemment plus du côté qui vient de travailler que du côté qui va servir d'état neutre pendant la moitié de la leçon. Je veux, en vous regardant, savoir quel est le côté qui a travaillé. Vous me jouez une grande respiration. C'est très très curieux qu'en ne détournant pas l'exercement du Hatha Yoga qui se transmet par des positionnements du corps, des mises en position du corps, on ait tellement d'influence sur le pensoir, comme disait ma vieille maman. Pourquoi personne ne s'occupe de notre pensoir? Eh bien, les vieux Indiens s'occupaient du pensoir. Et à travers des rituels somatiques. Parce qu'ils avaient une notion du corps que nous approchons vaguement dans certaines branches de biologie. C'est un arbre de multitude de cellules qui nous a été prêté pour le temps d'une vie. Et il faut en tirer parti. Et justement, celui qui ne s'intéresserait pas à cultiver cet arbre à cellules, il ne joue pas à fond ses chances, donc il reviendra. Voilà le vieux principe du karma, c'est si vous êtes resté à la case départ, eh ben, vous aurez un autre jeu à faire. Et si vous avancez un petit peu, si vous vous occupez d'advenir dans toutes vos dimensions, qualité et non-qualité aussi, il faut que tout ça s'amûrisse, ça mature. Vous avez joué votre rôle.
tout à fait indépendamment de la satisfaction ou de l'insatisfaction que vous allez en tirer. Hein, selon la traduction de Marguerite Yourcenar, travailler comme si ça pouvait servir à quelque chose. On va s'amuser un tout petit peu. On va prendre un bruit dans la rue, n'importe, quand il apparaît, et on va le suivre, lui tout seul, jusqu'à ce qu'il disparaisse. On reste un petit moment neutre et on ramasse quelque part un autre bruit, un roulement, ce que vous voulez, en l'excluant des autres. Voilà, le son des mi-corps, c'est un peu particulier quand même. Travailler un côté, puis l'autre. Enfin, c'est comme une mise, pour moi, c'est comme une mise au silence de quelque chose, le son des mi-corps. Ça demande beaucoup d'attention. C'est aussi un exercice sur la vigilance, ça demande beaucoup d'attention, justement, sur un côté. Il y a ce travail de la respiration qui est que j'ai senti comme très léger au fur et à mesure de la leçon, devenant plus léger, devenant délicieux même. Et puis l'exercice avec les sons, c'est vraiment, ça fait appel à beaucoup de délicatesse. Déjà de percevoir le silence derrière les bruits. Et puis l'émission du son sans chercher à, comme dans les postures d'ailleurs, sans chercher à faire quelque chose, à obtenir quelque chose, c'est le son qui sort, c'est le son qui sort, finalement exactement comme dans une posture. C'est jamais dans la leçon, je ne peux pas savoir, je ne peux pas anticiper la posture, comment je vais m'y sentir. Et avec le son, c'est un peu pareil, sort le son qui sort. Très paisiblement, sans pousser, sans chanter. Et ce qui est très agréable aussi, c'est après le son. Quand le son s'arrête, il y a une espèce de prolongement comme ça, de son propre son Un petit espace dans la bouche fermée. Dans les autres sons, comme noyé dans les autres sons. Ce qui fait que finalement, c'est plus, parmi les sons que l'on entend, si c'est le prolongement de son propre son, ou si c'est le prolongement des sons de la rue, quand on les suit comme ça, c'est très agréable. Voilà. Donc c'est plus que ça, et puis le reste, c'est intime. Et sans pousser, sans appuyer, vous ouvrez grand votre fond de gorge. Pas du plaisir au sens freudien parce qu'on s'enlève des contraintes. C'est du contentement. Hein? C'est un plaisir venu d'ailleurs parce qu'on a comme rempli son intention. En fait, chaque posture est donnée avec des intentions précises et le plaisir peut venir du fait qu'on couvre un petit contrat. Et alors, le travail du professeur, c'est d'évaluer un peu comme une préscience, on sent à quel niveau il faut mettre le contrat du débutant pour qu'il couvre son contrat. Alors, il est tout étonné parce que ça lui apporte une base de sérénité. L'embêtant quand on travaille tout seul, c'est qu'on place le contrat trop haut ou trop bas. Alors, où est le beau gars, la satisfaction dans la coïncidence avec soi-même? Il n'y en a pas. Hein?
Et c'est un petit peu la maladie de l'Occident, de ne pas se mettre assez dans les intentions. Les vieux Indiens vous disent que l'intention est plus porteuse de karma, si vous voulez, de résultats, que l'acte. Et vous avez aussi tous entendu Monsieur Racine dire « Ma pièce est finie, je n'ai plus qu'à l'écrire ». Qu'est-ce qu'on a fait dans notre civilisation de cette notion intense d'intention? Et c'est très surprenant comme résultat de stabilité psychologique, mais c'est aussi très, très, très surprenant comme résultat d'équilibre de santé. D'après moi, c'est somatique, il respire mieux, et il est moins spasmé, ici, meilleure circulation, d'accord. Mais là où c'est plus difficile d'être d'accord pour notre contemporain, c'est qu'avec le même vocabulaire, la même séance, apparemment, quelqu'un qui a des déficits digestifs, disons, des problèmes héréditaires, des problèmes de stress, justement, va améliorer notablement la fonction digestive. Et un autre qui aura tendance à avoir des varices ou, je sais pas, des insomnies, avec la même séance, apparemment, le même enchaînement postural va répondre à sa demande somatique profonde. Il n'y a pas la posture pour le foie, la posture pour le troisième doigt de pied à gauche. Il y a un ensemble qui est, au fond, un travail d'accordeur de piano qui fait que chacun trouve ce qu'il était venu y demander. La joie, il faut vraiment parler de la joie comme un sentiment profond, un sentiment d'équilibre intérieur. Alors, on n'est pas entre joyeux et joie, peut-être au grand sens du mot. Je crois on rencontre la joie quand on est vraiment en rapport avec soi-même. Alors, la sagesse, d'abord la sagesse, qu'est-ce que c'est? On la rencontre, on a des moments comme la joie, peut-être de sagesse et de folie aussi. Peut-être être sage, c'est être aussi en accord avec sa profondeur, mais sa profondeur en tant que pas seulement esprit, esprit-corps, esprit, être dans le non-effort, peut-être aussi, là aussi, quand c'est facile finalement, quand c'est facile, d'un coup, quelque chose s'installe. Et comme disait Eva tout à l'heure, peut-être quelque chose pousse, quelque chose se découvre, quelque chose arrive. Mais on ne sait jamais si ça viendra. Qu'au niveau joie, on souffre dans notre culture d'un amalgame entre l'exultation et un profond bonheur à se sentir être. Comme quand on est sorti d'un grand accident ou quand on sort d'une convalescence et tout d'un coup on voit le jour, on voit le soleil et on se dit ça c'est moi, ce qui dépasse sur le drap, mais je suis vivant. Pourquoi est-on tout le temps séparé de cette sensation de soi, simplement? Alors pour moi c'est ça le contentement. Et en dehors de ça, il y a peut-être des pointes d'exultation qui nous sont apportées par une recrudescence de circonstances extérieures positives. Mais je pense que on égare un peu notre public en
en faisant l'amalgame entre la joie et l'exultation, la joie, c'est tout à fait privé. Et c'est immérité. On se trouve dans la joie de soi, souvent avec un sentiment de culpabilité. J'ai tellement d'ennuis, je suis entourée par tellement de gens qui ont des ennuis, mais j'ai pas le droit d'être bien. Ce bien avec soi-même, c'est un peu ce que vous donne, le courage que vous donnent les techniques. Sans pour autant tourner le dos aux exultations venues d'ailleurs. Et la sagesse, pour compléter les images de Madeleine, c'est peut-être le droit qu'on se donne de prendre du goût aux choses. C'est Gide qui a dit « Le sage est celui qui s'étonne de tout ». Quel bonheur! C'est peut-être ça que donne le yoga, le pouvoir de s'étonner, on est tout content de rien. Sitôt que vous descendez, un petit moment de réadaptation, et puis ensuite, on se fait une posture en lotus en espérant profiter de la remontée du sang veineux pour avoir des hanches et des genoux un peu plus mobiles. On peut très bien venir pour une motivation tout à fait banale et trouver un axe de sa vie parce que on est réconcilié avec son intériorité, sa fonction de silence, etc. Moi, je suis tout à fait religieuse, un peu comme les daltoniens qui ne voient pas les couleurs. Il n'y a pas de quoi se vanter. J'ai pas la fibre religieuse. Or, j'ai eu et j'ai encore des élèves de Hatha Yoga qui viennent me dire qu'ils ont des problèmes parce qu'ils ont retrouvé la foi de leur enfance. Ils ont besoin d'aller à l'église. Mais c'est très bien. Ils ont retrouvé leur fibre et pas la mienne. Je trouve que ça ne révèle que sa propre pente. Abstraction faite de tout choix moral ou éthique, et ça serait très très dommage de cacher cette possibilité par des ferveurs d'emprunt, de leur faire penser indiens parce qu'ils sont bien, parce qu'ils ont trouvé une forme de sincérité et parce qu'ils ont trouvé peut-être une aspiration religieuse, mais qu'ils fassent comme disent justement les vieux indiens, suivant leur karma, qui restent dans leur village, qu'ils aillent voir leur curé. C'est tout bon. Un professeur de Hatha Yoga, ça n'est pas un directeur de conscience. C'est un instituteur. C'est un jardinier d'adultes bien portants. On jardine et il pousse ce qui pousse. C'est très difficile parce qu'à notre époque, dans le public, beaucoup de personnes cherchent un maître, cherchent à déposer toute leur ambition au pied de quelqu'un. Faites de moi quelque chose parce que moi je ne saurais pas. Mais je ne marche pas, ils savent. Il faut leur donner un petit peu de dynamisme, un petit peu de curiosité, beaucoup de respiration. Et il se dégage forcément quelque chose. Et je pense que notre contemporain doit aimer choisir. On doit l'aider à aimer choisir. Parce qu'il n'aime plus choisir, il aime qu'on choisisse pour lui. Et la barbe, ça mène nulle part. Et je pense que les techniques de sérénité peuvent
lui donner une attitude d'adaptabilité qu'il ne peut pas trouver ailleurs que dans ces techniques anciennes. Alors là, le problème, c'est d'enlever le garde à vous du côté qui ne doit rien faire. Essayez de rendre la jambe qui est posée dessus floue. Vous pliez un tout petit peu le genou. Vous laissez, voilà, attention à l'équilibre. Il est plus difficile à tenir. Le mot recueillement, ça n'a plus cours. Voilà. Je vais me recueillir un peu. Si quelqu'un vous dit ça, vous pensez qu'est-ce que c'est que cette vieille tante transcendantale, vous prenez la fuite. Et moi je pense que les petits-enfants, quand on les laisse tranquilles, ont encore le sens du recueillement. Et que les artistes sont les mieux nantis et ont le sens du recueillement. Mais il nous reste, quand on n'est pas artiste, à être au moins artiste de sa propre vie. Et se recueillir, ce n'est pas forcément faire une analyse critique et intellectuelle du pour et du contre. Attention, pendant le répit, vous n'êtes pas rien. Vous êtes... Pourquoi pas rien? Vous vous forcez. Pensez à rien. C'est très possible ne se réplique pas. D'être une structure d'accueil bien préparée. C'est tout tiède, c'est tout bien vivant, ça fonctionne. On perd 10 minutes, perdre entre guillemets, dans une position assise ou couchée ou sifflotante intérieurement. Et ça fait une aire d'atterrissage pour la chose intense si elle doit se produire. Je ne pense pas que le recueillement, l'intériorité, la méditation s'attrapent par des procédés. Ce sont des états qui s'aménagent comme on aménage un territoire. Et ce sont des états naturels. C'est naturel de se recueillir. La zone qui touche le tapis. Et puis je ne vous dirai pas à quoi ça sert, parce que j'en sais rien. Et si ça servait à rien, je serais bien plus contente encore. Que je ressens au fur et à mesure de cette pratique, c'est de plus en plus d'intériorité. Je crois que c'est vraiment en pratiquant cet exercice un peu spécial, j'ai retrouvé l'allégresse que j'avais quand j'étais débutante. Or, ça fait 26 ou 27 ans que je pratique. Et bien sûr, il y a toujours, comme disait Eva, cette espèce de connaissance qui s'installe et qui nous étonne même à chaque fois qu'on pratique. Mais là, en plus, il y a une espèce d'allégresse intérieure qui fait que je me ressens au plus profond de moi. Je crois que c'est vraiment ce que m'apporte cette séance. Et c'est pour ça que je viens avec beaucoup d'enthousiasme. À chaque fois, je viens me recharger dans le côté enthousiasme. Pour moi, l'âme, le souffle, la respiration, la sensorialité, la voix, le bruit qu'on fait, c'est l'endroit de la même étoffe. La réaction qu'on a à une peine est proportionnée à quoi? C'est jamais proportionné à l'événement. On voit ça avec stupeur. C'est toujours proportionné à l'état intérieur du moment où on apprend la mauvaise nouvelle. C'est la même chose. C'est l'envers et l'endroit de la même étoffe.
Et les tiroirs bien pratiques, âme, esprit, corps, oulala, moi j'ai vraiment l'impression que je suis à l'écoute d'une intelligence du corps, que mon corps sait des tas de choses que je ne sais pas encore. C'est Maeterlinck qui a dit, ce qui est difficile, c'est pas de dire ce qu'on pense, mais de dire ce qu'on sait déjà et qu'on ne pense pas encore. On est plein de notions qu'on sait déjà. Et pour advenir cette forme d'intuition, il y a le vieux travail du corps indien qui est une merveille, il n'y a pas de doute. Ne dit-on pas, quand on n'a pas envie d'entrer dans une action et qu'on y va quand même, ne dit-on pas, oh là là, j'y suis allé à mon corps défendant. C'est qui ce corps-là? On a affaire tout le temps à cette vieille prémonition qui est dans notre physiologie, dans notre arbre somatique. Beaucoup ont fait l'expérience de poser une question, poser un problème clairement avant de s'endormir, de passer la nuit en oubli, entre guillemets, sur ce problème et de se réveiller avec la solution. Il y a trop d'interdépendance entre le message corporel, entre guillemets, c'est quoi le corps? C'est un conglomérat de poussière d'étoiles, nous dit M. Hubert Reeves. Toutes ces particules ont vécu avant nous. Il faut être bien culotté pour prétendre qu'elles n'ont pas de mémoire. Et je me sers de mon territoire cosmique. C'est une définition des Indiens. Et mon territoire cosmique, il ne se borne pas à mon animal précisé, fini par ma peau. Il y a au-delà des espaces vibratoires, des champs, que les scientifiques commencent à trouver intéressants. Et tout ça subit des variantes, des variations, c'est vivant, et il me semble qu'en jouant à exercer tout ça, un peu comme on coifferait une belle chevelure, j'enlève les nœuds, je jardine, et pas seulement au niveau de mon animal élastique et perceptible, mais au niveau des espaces qui m'entourent. Ça communique. Yeah.